Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de la profession du Conseil national de l'Ordre des architectes. Ce soir, nous allons parler de la rénovation dans le bâti ancien. Dans la sphère judiciaire, la réhabilitation et l'effacement des condamnations pénales. La peine est purgée. En architecture, c'est l'inverse. On part du patrimoine, de la mémoire. Et il faut s'intéresser à ce que l'on conserve, à comment on va améliorer le confort et l'usage au travers des normes. À l'heure de l'urgence, à l'heure du faire avec, à l'heure d'être responsable, de réparer la ville, quel est le rôle, quelle est la place de l'architecte? Pour répondre à cette question, ce soir, nous avons réuni 4 héros du quotidien, 4 architectes de l'ordinaire, qui vont tenter d'apporter, d'éclairer. Nous avons tout d'abord Yolène Paufichet, architecte, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, porte-parole et militante de la transition écologique, qui va nous parler des enjeux de la réhabilitation dans le bâti ancien. Ensuite, nous aurons Louis Puteaux. Il nous vient de Lyon. Il est architecte du patrimoine, enseignant à Clermont-Ferrand, membre de l'agence Commune. Ensuite, nous avons Christophe Charlery. Christophe est chef de l'Union départementale de l'architecture et du patrimoine de Moselle et il abordera le délicat sujet du dialogue, mais aussi des fiches conseils. Ensuite, nous aurons Marie-Jeanne Jouveau, architecte du patrimoine, secrétaire de l'Association des architectes du patrimoine, enseignante à la Villette et associée de l'agence CAPLA, qui viendra finaliser sur la nécessité de se former, comment se former et où se former. Donc, Yolène, la parole est à toi pour les enjeux. Merci Frédéric. Donc oui, dans un premier temps, nous allons parler des enjeux de la réhabilitation du bâti ancien. On a visé 3 enjeux. On sait que la réhabilitation d'un point de vue général, et on l'a vu dans Archigraphie récemment, que c'est 62% de la commande qui est déclarée par les architectes. C'est un pourcentage qui est en nette évolution, puisqu'en 2015, on était plutôt autour de 55%. Et donc c'est un marché qui est largement couvert par les architectes. Il faut savoir que c'est dans différents types de marchés, que ce soit le marché public, le marché privé ou même le marché privé non professionnel, plutôt la commande du particulier. Alors ce soir, on a choisi de parler plus spécifiquement de la rénovation ou de la réhabilitation du bâtiment ancien. Le bâtiment ancien, on considère que c'est celui qui est finalement qui a été construit avant 1948 et qui ne couvre pas les bâtiments qui sont protégés. Et donc du coup, ça donne un large champ de l'investissement de la commande en matière de réhabilitation, dont les architectes que vous êtes et qui nous écoutent, vous vous êtes déjà saisis. C'est aussi un marché qui est subventionné par les politiques de l'État. C'est vrai que dans les différentes crises que l'on traverse, la crise climatique, la pénurie des ressources, la question de la dépense du carbone est au cœur des interrogations de l'État. Et donc, il a été mis en place les politiques publiques au travers notamment de MaPrimeRénov' avec l'ANA. Je profite pour saluer ce soir l'ensemble des architectes qui a fait sa demande d'agrément auprès de l'ANA et qui l'a obtenu pour pouvoir être mon accompagnateur Rénov'. Sur ce type de bâtiment et plus spécifiquement effectivement le bâti ancien, on a besoin des architectes, de leur capacité, de leur vision globale, de leur analyse pour pouvoir traiter la rénovation énergétique de ce bâti qui est très spécifique. Il faut en tout cas y porter une attention particulière de manière à ce que les réhabilitations qui sont engendrées dans ce cadre-là soient durables et qu'on finalement on réhabilite pour longtemps. Il y a un enjeu environnemental. Par ailleurs, réhabiliter le bâtiment ancien, c'est aussi vertueux dans le sens où on utilise une ressource qui existe déjà, une ressource bâtie. C'est du CO2 qui a déjà été émis en son temps et donc ça permet déjà de réduire l'empreinte carbone. S'attaquer à la rénovation du bâti ancien, c'est également travailler sur un large parc de logements. On a un tiers du parc de logements qui a été construit avant 1948 et dans ce tiers, il y a un quart qui a été construit avant 1915, notamment dans les communes rurales. Donc on a un large panel de bâtiments sur l'ensemble du territoire dont il faut prendre soin.
C'est un bâti qui potentiellement est moins émetteur que celui qui a été construit après 1948. Il est plutôt performant d'un point de vue du confort d'été. Pour autant, le climat évolue, les habitudes changent et donc il faut prendre soin de ce bâti et le regarder aussi par rapport aux nouveaux usages, peut-être aussi par rapport aux mutations qui peuvent être engendrées parce qu'on peut aussi transformer les usages et ça fait partie aussi de notre intervention. D'un point de vue environnemental, réhabiliter le bâtiment ancien, ça permet aussi de lutter contre l'artificialisation des sols. Ça veut dire prendre soin aussi de nos bourgs, de nos cœurs, de nos hameaux, de nos villages, de nos villes, redonner un souffle économique à ces différents territoires. Et puis, c'est aussi prendre soin de la biodiversité qui est souvent très présente dans ce type de bâti. On sait que les chauves-souris peuvent se nicher derrière un volet ou dans le creux d'une aspérité qui est liée à l'architecture d'une mise en œuvre de briques, par exemple. Et donc, l'enjeu, c'est bien aussi de préserver cette biodiversité à travers la réhabilitation de ce bâti et en y faisant attention. Et puis, enfin, on a un enjeu patrimonial. On est accompagné ce soir par des experts, architectes du patrimoine et architectes des bâtiments de France. Merci encore d'être avec nous. Travailler sur la réhabilitation du bâti ancien, c'est effectivement travailler sur la préservation de la qualité architecturale et l'identité de nos territoires paysagers, urbains et ruraux. C'est aussi une manière de travailler ou de lutter en tout cas contre des pathologies qui peuvent survenir. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, l'enjeu de la rénovation énergétique, c'est aussi s'attacher à faire de la réhabilitation de manière respectueuse du bâti et ça va aussi dans le sens de protéger la santé de ses utilisateurs. Voilà, entretenir un patrimoine ordinaire, rendre l'attractivité de nos bourgs. Et puis enfin, travailler sur la réhabilitation du bâti ancien, c'est aussi mettre en valeur les savoir-faire locaux, que ce soit les ressources locales ou les ressources humaines, qui font aussi partie de notre patrimoine. Merci beaucoup, Yolène. Je retiens de ton discours beaucoup de bienveillance. Tu parles beaucoup de prendre soin. Alors, on va aller voir à travers des exemples plus concrets avec Monsieur Louis Puteaux, ce que prendre soin signifie. Louis, la parole est à toi. Allume bien ton micro. Oui, très bien. Donc, le travail sur l'existant, c'est effectivement un travail exigeant, mais que je trouve personnellement extrêmement stimulant pour l'architecte, car il fait appel à de nombreuses compétences sur le bâti ancien, mais aussi sur la construction contemporaine. C'est un travail au cas par cas, où les recettes magiques n'existent pas et qui rend l'intervention de l'architecte indispensable dans bien des situations. Alors, l'étape clé de l'intervention sur l'existant, c'est le diagnostic. Il est indispensable et préalable à tout projet. Il peut intégrer, je vous propose, les 4 composantes suivantes, parmi d'autres. D'abord, la compréhension de l'histoire du lieu et de son site. Il va permettre de comprendre les ajouts qui peuvent dégrader ou non le bâti originel, mais il va aussi aider à comprendre des pathologies qui ont pu apparaître récemment sur du bâti plus ancien. On a le cas classique, la mise en œuvre d'un sol imperméable en pied de façade qui va conduire à des remontées capillaires et à l'apparition de pathologies et donc en pied de façade. Donc, ensuite, on va avoir une compréhension de la structure et des qualités, on va dire, architecturales, de trame, de composition de façade du bâti. Avec notamment, on va essayer de comprendre le sens de portée des planchers, les éléments structurels, ceux qui ne le sont pas, qui va diriger fortement les capacités d'intervention sur ce bâtiment-là. Ensuite, que l'on change la slide? Non, pas encore, merci. Pas encore, très bien. Ensuite, l'état sanitaire va étudier les altérations et les pathologies qu'il va s'agir de réparer. Elles vont également permettre de comprendre ces pathologies pour en supprimer les causes et pas seulement les réparer, mais aussi identifier la raison des pathologies et du coup permettre d'agir là-dessus. Enfin, et là je veux bien que vous changez la slide,
On va tâcher d'étudier la question de la valeur. C'est quelque chose qui est assez courant dans les monuments historiques, mais qu'on peut élargir très facilement à tout le bâti ancien. L'idée, c'est au-delà qu'un élément architectural puisse déjà exister, et donc, comme ça a été évoqué juste avant, ne nécessite pas le coût carbone, on va dire, d'être produit à nouveau. Ils peuvent aussi avoir des qualités, on va dire, qu'elles soient de mise en œuvre, donc des savoir-faire anciens, des matériaux particuliers, une ancienneté qui justifierait qu'un élément du XVIIe siècle, qui a déjà traversé toutes ces années, on a envie de le préserver et de le transmettre, on va dire, aux générations postérieures, ou des questions d'ornement ou d'image qui peuvent faire partir de manière un petit peu immatérielle à un imaginaire local, que par exemple une maison que tout le monde devrait identifier dans un bourg et qu'il s'agirait à ce titre-là de préserver et de conserver. L'élément clé du diagnostic, c'est le relevé. Même si on a souvent recours, même si on a souvent en notre possession un relevé géomètre, il est indispensable de le compléter, de l'annoter, de le détailler pour obtenir une connaissance intime du bâti, apprendre à aimer le bâtiment, voilà, selon les points qu'on a évoqués précédemment. Donc ensuite, il va s'agir de faire projet. Le projet découle directement du diagnostic approfondi, mais aussi de la programmation, de la maîtrise d'ouvrage, qui peut conduire à une évolution assez forte, on va dire, du bâti, de ses structures. Si on se limite aujourd'hui à des questions qui sont de la rénovation énergétique, beaucoup sur l'enveloppe, il va être nécessaire de se raccompagner d'un bureau d'études fluide qui soit spécialisé dans le bâti ancien, c'est important, et qui va nous aider pour les choix. Attention, cependant, c'est bien l'architecte qui reste maître des débats en privilégiant des postures, on va dire, sur le bâtiment, à partir du diagnostic. Tout d'abord, sur la question de l'isolation, le choix de son positionnement va être fondamental. On sait que placée à l'extérieur, elle élimine certes tous les ponts thermiques, ce qui est très bon en termes de capacité thermique, et elle permet aussi de conserver l'inertie de la construction originelle, donc les pierres, la terre qui peut être au cœur du bâtiment. En revanche, cette isolation par l'extérieur, c'est souvent un désastre pour le caractère du bâtiment qui perd à la fois toutes ses qualités d'ornement, mais aussi ses qualités d'épiderme, par exemple d'une maçonnerie ou même d'un enduit ancien qui a toujours les vibrations, on va dire, d'un savoir-faire ancien. Donc, à mon sens, c'est une solution qui doit rester exceptionnelle, et puis sous réserve de la réalisation, dans ce cas, d'un enduit traditionnel et pas prêt à l'emploi monocouche. L'isolation par l'intérieur, elle pose bien sûr d'autres problèmes, notamment la question de l'emplacement de la baie et la conservation des décors. Si effectivement, vous pouvez passer à l'image suivante. Si par exemple on veut préserver, on va dire, on veut préserver la continuité de l'enveloppe thermique, on se retrouve rapidement à implanter la menuiserie au nu intérieur du mur, ce qui conduit à une perception très modifiée de la façade parce que bien plus profonde, la baie est située de manière bien plus profonde que le sont les façades, on va dire, du monde historique. Donc on va devoir mettre en place un certain nombre de dispositifs, notamment l'isolation des tableaux de baie et puis du coup les reprises des ornements. Ici, c'est bien le relevé attentif de l'architecte et puis la discussion avec l'artisan qui va permettre de concevoir une isolation qui est efficace et puis la préservation d'éléments historiques, par exemple de volets intérieurs ici, et puis la mise en place de dispositifs pour le confort d'été, notamment en termes de protection solaire. Ensuite, il faut rester excessivement attentif toujours à la question de l'eau dans le bâti ancien. On sait bien sûr que l'eau, elle arrive beaucoup par la toiture et que ce sont des désastres qui sont très rapides et très, très importants pour le bâti. On a aussi bien sûr tout le phénomène de remontée capillaire où il va s'agir assez rapidement de purger des enduits ciment qui ont pu être réalisés récemment et de les remplacer par des enduits à la chaux. Mais enfin, tout aussi important, il y a dès lors qu'on isole, qu'on va remplacer les menuiseries par des menuiseries qui sont bien étanches, contrairement aux bâtis anciens, on va avoir des d'humidité, on va dire, dans l'air qu'il va falloir évacuer de manière plus efficace. Donc, mettre en place tout d'abord une ventilation, c'est absolument indispensable. Et puis, conserver les qualités de perméabilité du bâti ancien, c'est-à-dire leur capacité à transmettre la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Notamment en faisant en sorte que les différentes couches qui composent le mur soient de plus en plus ouvertes à la vapeur d'eau en allant vers l'extérieur, avec des dispositifs de frein à vapeur, etc.
Et puis sur la dernière diapo, s'il vous plaît, peut-être cette dernière diapo, qui n'est pas tout à fait du bâti ancien, c'est du bâti des années 60, mais qui nécessite aussi d'être conservé avec beaucoup d'attention. C'est aussi l'occasion pour l'architecte de réaffirmer sa compétence en termes d'usage et d'espace. Ici, par exemple, pour la réhabilitation thermique de ce bâtiment du campus universitaire à la Doua, à Lyon, nous avons proposé d'isoler non pas la façade extérieure, mais une façade intermédiaire entre la coursive et les amphithéâtres, puisque cette coursive n'est dédiée finalement qu'au parcours des étudiants et peut rester dans une atmosphère tempérée, puisque les étudiants ne sont pas destinés à rester statiques. En faisant cela, on préserve les qualités plastiques de cette œuvre, qui est un petit peu emblématique des années 60 à Lyon. On peut préserver la finesse des serrureries en acier, et puis on préserve la plastique, on va dire, assez fine de ces murs du bâti ancien. Et puis, en faisant cela, on limite en même temps la consommation du bâtiment en limitant l'espace chauffé par le bâtiment. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on retient prescription, diagnostic, perspirance, un champ lexical qui reste, tout à l'heure on parlait de prendre soin, qui reste proche de la médecine. Merci docteur. On a compris, réhabiliter, c'est prendre en considération l'ensemble d'un fonctionnement, la peau, l'intérieur, la chaleur. Merci beaucoup. Et maintenant, on va évoquer la question du dialogue, parce que qui dit patrimoine dit mémoire, dit lien avec des gens qui sont là pour protéger le patrimoine, qui sont les architectes des bâtiments de France. On a beaucoup de préjugés sur le dialogue. J'espère que, j'en suis certain, Christophe va justement pouvoir aborder ce sujet, dédramatiser, nous montrer comment en fait on peut dialoguer en bonne intelligence, comment il existe des fiches conseils, comment il existe des gens qui, avec beaucoup d'audace et d'envie sur le territoire, apportent des réponses. Christophe, je te donne la parole. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me représente, Christophe Charlery, je suis le chef de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Moselle, architecte des bâtiments de France. Et effectivement, pour ma part, je vais axer mon intervention sur le contexte des travaux situés dans les espaces protégés dont les UDAP, le service que je dirige, a la gestion. Donc les UDAP sont des services instructeurs qui dépendent de la DRAC, et qui ont en gestion les autorisations de travaux réalisés dans les différents espaces protégés. Donc on parle bien des écrins patrimoniaux, souvent autour des monuments historiques, mais pas que. Mais aussi, pour une grande part, on va porter un œil sur ce qu'on appelle le patrimoine ordinaire, par opposition au patrimoine classé et inscrit. Alors, à titre d'exemple, en Moselle, on a plusieurs types d'espaces protégés, mais vous les connaissez tous sur vos territoires respectifs. On a un secteur sauvegardé, donc, qui sur le centre-ville de Metz, qui couvre 165 hectares. On a 4 sites patrimoniaux remarquables, qui sont des ensembles urbains dotés de règlements patrimoniaux. Donc, en Moselle, on en a 4 qui couvrent à peu près 400 hectares. On a également des plans locaux d'urbanisme qui sont dotés de volets patrimoniaux, c'est-à-dire de fiches à l'immeuble avec des prescriptions qui sont indiquées. On a un peu plus de 400 monuments historiques, avec les abords de monuments historiques qui viennent autour, donc les fameux 500 mètres que vous connaissez sans doute, ou des périmètres délimités des abords, c'est-à-dire que ces 500 mètres, ils ont été retravaillés de manière un petit peu plus intelligente. Et puis, on a également des sites inscrits et des sites classés. On en a 25 dans le département de la Moselle. Donc le service que je dirige, nous sommes 9 personnes, dont 2 architectes des bâtiments de France. Et pour vous donner une petite idée, en 2024, ça tombe bien puisqu'on vient de faire nos statistiques, on a rendu 6241 avis sur une année, ce qui est assez important. On peut peut-être changer de diapo. Voilà. Alors, si je reviens un petit peu plus précisément sur la nature des échanges que vous avez ou que vous allez avoir avec les architectes des bâtiments de France, voilà, un petit peu pour dédramatiser effectivement le sujet.
Déjà, c'était pour vous rappeler en termes de méthode, peut-être d'avoir des petits réflexes en amont, parce qu'il existe déjà plein d'informations qui est très facilement disponible. Bon, premièrement, au même titre que vous allez consulter les règlements d'urbanisme ou voir s'il y a un PPRI sur la zone où vous intervenez, c'est déjà de bien vérifier si vous intervenez sur un espace protégé et de savoir quelle est sa nature. Donc là, vous pouvez avoir un réflexe assez simple. Vous tapez Atlas des patrimoines dans n'importe quel moteur de recherche et vous arriverez sur un site qui va vous identifier et vous montrer très précisément le périmètre de l'espace protégé sur la commune dont vous aurez tapé le nom. Vous allez très vite savoir si vous êtes sur un site patrimonial remarquable et auquel cas, sur le site de la mairie, vous allez pouvoir télécharger très facilement le règlement attaché à ce SPR. Donc là, ça vous donne effectivement tout un tas de recommandations et de prescriptions que vous pouvez facilement intégrer dans votre projet. Et puis, bien évidemment, vous pouvez prendre attache auprès de l'UDA pour rencontrer l'architecte des bâtiments de France. Alors, on essaye plutôt de... Voilà, c'est plutôt pertinent de nous rencontrer peut-être en phase d'avant-projet, ce qui permet une espèce d'échange itératif et d'avoir une espèce de fluidité, de très grande fluidité dans l'élaboration du projet, puis de l'instruction qui viendra dans un deuxième temps. Alors, en Moselle, par exemple, dans le service que je dirige, en 2024, mais le chiffre est à peu près stable chaque année, vous voyez, on donne à peu près 1500 avis, conseils en phase avant-projet. Ce qui est pas mal. Alors, on le fait sous différentes formes. On reçoit énormément au service. Donc là, une de nos missions, c'est vraiment ces missions d'échange avec les porteurs de projets, les architectes, les services d'urbanisme des villes. Donc, on reçoit au service. On fait aussi des permanences délocalisées dans certaines communes qui sont dotées de règlements patrimoniaux. Donc, à peu près, c'est une fois par mois, on se déplace dans certaines villes. Et puis, on répond aussi à un nombre très important de mails, ce qui permet de gérer des petits projets où il n'y a pas forcément besoin de se déplacer sur site. C'est des échanges qui sont importants à double titre, et je parle bien d'échanges parce que c'est vraiment un moment de dialogue qui... Alors, permet aux architectes des bâtiments de France déjà d'appréhender la complexité et les différents enjeux des projets sur lesquels vous travaillez, parce qu'il n'y a pas que des enjeux patrimoniaux, donc nous on est un peu resserré sur ces enjeux-là, mais c'est aussi bien de comprendre quels sont les autres enjeux qui vous ont amené à présenter ce sujet-là, et puis en retour, ça nous permet à nous de partager avec vous les sujets patrimoniaux qui peuvent être un petit peu plus spécifiques, ou de vous alerter sur des sujets, par exemple, d'archéologie ou liés à des monuments historiques. Donc, on est vraiment sur cette notion d'échange qui va un peu dans les deux sens. Je suis bien conscient que dans des périodes plus anciennes, ce dialogue n'a pas toujours été aussi fluide, mais aujourd'hui, il s'agit vraiment d'un moment ordinairement apaisé. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis architecte des bâtiments de France, j'ai travaillé dans plusieurs départements, et c'est vrai que quand on sait que des projets sont élaborés et gérés par des architectes, on sait que quand même à la clé, c'est des projets qualitatifs, puisque quand même sur les 6000 avis que je donne, gardez à l'esprit qu'une grande majorité ne sont pas du tout élaborés par des architectes. C'est souvent ou le maître d'ouvrage qui va faire son petit dossier, ou on a des entreprises, mais bien souvent le recours à l'architecte n'étant pas obligatoire sur les projets qui me sont soumis. Nous, quand on voit arriver des projets élaborés par des agences d'architectes, on sait qu'on est déjà dans des projets qualitatifs. Donc, tu m'entends ? Merci beaucoup pour cette bienveillance et cette promesse de dialogue que je vois efficace sur le territoire. Est-ce que tu peux nous parler des fiches conseils ? Oui, alors on peut d'ailleurs passer à la slide suivante. Donc,
où que vous soyez, vous êtes à peu près sûr que les UDAP ont à un moment élaboré des petites fiches conseils que vous pouvez télécharger en général sur les sites des DRAC. Bon voilà, c'est un peu le petit vadémécum sur la petite fiche, je rénove, enfin je fais un ravalement de façade, je change ma toiture. Ben, là, vous trouverez un peu les grands principes qui vous permettent de vous inscrire un peu dans la continuité du bâti un peu traditionnel, là où vous aurez votre projet. Ne négligez pas aussi tout ce qui va être les fiches conseils, alors qui ne sont pas forcément des UDAP, mais tout se rejoint parce qu'il y a énormément de bon sens dans la manière d'appréhender le bâti ancien. Ne négligez pas les fiches conseils des CAE, les fiches conseils des parcs naturels régionaux, qui donc pour certains ont tout un travail sur la rénovation du bâti ancien. En Moselle, on a par exemple le PNR des Vosges du Nord qui s'est un peu spécialisé entre autres sur l'éco-rénovation avec plein de conseils disponibles sur leur site. Et puis on peut peut-être passer à la dernière slide parce que je sais que les minutes sont comptées. Il y a beaucoup d'UDAP en France qui se sont effectivement aussi lancés dans une réflexion un peu plus spécifique sur la transition énergétique dans les espaces patrimoniaux. Voilà, puisque on pourrait penser de prime abord qu'on est sur des sujets qui pourraient paraître contradictoires, alors qu'en fait ils sont complémentaires. Alors dans le Grand Est, on a eu plusieurs études qui ont été lancées depuis 10 ans maintenant, avec peut-être des études que vous avez peut-être parcouru. On avait lancé avec l'Adréal une étude qui s'appelait Habitat ancien en Alsace, avec des diagnostics et des études de 8 bâtiments qui avaient été instrumentés. C'est une démarche qui a été ensuite déclinée dans l'ex-région Lorraine, pareil, avec 8 fiches. Là, c'était un projet qui était toujours piloté par l'Adréal et le CEREMA, avec des fiches conseils. Là, tout ça, vous le retrouvez sur Internet, sur la manière de pouvoir appréhender des restaurations de bâtis anciens pour améliorer la qualité énergétique des bâtiments tout en respectant le patrimoine. Et puis, des études qui avaient été lancées extrêmement pointues, par exemple, toujours avec le PNR des Vosges du Nord, sur la fabrication de menuiseries alors en bois. Là, on était sur filière courte, puisqu'on est dans une région un petit peu boisée, qui permettait de répondre à tous les critères d'obtention des aides financières octroyées par l'État, et bien sûr qui permettait de s'inscrire dans toutes les DPE de l'époque, qui a été lancé et qui est toujours en cours de développement avec le PNR, et auquel participe l'UDAP de Moselle où je suis, et l'UDAP aussi du Bas-Rhin, puisque le PNR est à cheval sur 2 départements. Voilà, si je fais ce petit panel un petit peu rapide et court, j'espère que cette petite présentation synthétique vous aura donné peut-être un autre éclairage sur le travail que font les UDAP et les architectes des bâtiments de France. Écoute, Christophe, si vous devez retenir un message, c'est qu'on est vraiment à votre disposition. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est toujours heureux et content de pouvoir évoquer les sujets patrimoniaux sur nos territoires avec vous, et on a besoin de vous. Un discours rassurant et engagé. Réhabiliter, c'est aussi un travail d'équipe avec des sachants sur le territoire. C'est impossible de tout savoir. Il faut avoir la modestie de travailler ensemble. Et des personnes comme toi, moi, ça me rassure. Je te remercie. Pour aborder ce sujet, évidemment, on ne peut pas partir les mains dans les poches, même si on est architecte, qu'on a déjà un bon bagage derrière nous, qu'il faut tout savoir, surtout. On a besoin de se former, on a besoin de formation continue, on a besoin de se re-questionner, on a besoin d'aller à la rencontre de la diversité de notre territoire, de notre patrimoine. Et pour ça, Marie-Jeanne va nous toucher quelques mots.
Oui, donc la formation, on en entend beaucoup parler, l'ordre pousse à ce qu'on se forme. Sur les questions de réhabilitation, notamment du bâti ancien, et sur les questions de transition écologique, le besoin de formation, pour moi, c'est un des enjeux les plus forts et les plus urgents qu'on ait actuellement. Il y a très peu de personnes qui sont suffisamment bien formées de manière générale, que ce soit les archis, parce qu'on ne l'a pas vu dans le cursus, et même toujours maintenant, c'est insuffisamment présent au sein des cursus. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. On voit que ça bouge énormément entre l'enseignement que j'ai maintenant et l'enseignement que moi j'ai reçu. On voit déjà la différence, donc en un peu plus de 10 ans de temps, on voit que ça infuse énormément, et c'est lié en grande partie à la transition écologique. Mais ça doit encore se développer davantage et de manière de plus en plus importante. Les enjeux actuels, c'est lutter contre le changement climatique à travers la réduction le plus possible et le plus vite possible des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal, qui est un enjeu pour le climat, mais qui va se répercuter aussi sur les questions de bâtis anciens. Et le deuxième enjeu important, c'est l'adaptation au changement climatique, puisque même si on arrêtait d'émettre à un instant T des émissions, des gaz à effet de serre, on aurait quand même déjà une partie des effets du changement climatique, avec une augmentation de la température, des perturbations climatiques avec des sécheresses plus importantes, des inondations, comme on a vu en Espagne cette année. Et donc ça veut dire aussi qu'en tant qu'architecte, quand on intervient sur un bâtiment ou sur un territoire, on doit aussi savoir être force de proposition et commencer à adapter pour un meilleur confort et une meilleure résilience du bâtiment. Donc ça impose de se former, et c'est pas que un devoir des architectes, c'est aussi un devoir des maîtres d'ouvrage, des entreprises et des autres parties prenantes de la maîtrise d'œuvre, et notamment les ingénieurs, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes en insuffisance de contenu au sein de nos formations. Tous les corps de métier en fait ne sont pas assez formés sur les questions de transition écologique, mais ça c'est pas tellement le plus compliqué, puisqu'on commence à quand même avoir du contenu, mais plutôt sur la question de l'existant et de comment on comprend l'existant. Donc c'est un peu les deux thématiques qui sont affichées sur cette slide. C'est se former sur la transition écologique et le changement climatique, mais surtout sur l'intervention sur le bâti ancien, parce qu'on a l'impression, en tout cas moi quand j'étais à l'école, on parlait beaucoup de construction, et si on était architecte, il fallait construire, et c'était un peu, le Graal de l'architecte, c'était de construire, mais la réhabilitation, c'est à la fois passionnant, mais c'est aussi infiniment plus complexe que la construction, puisque en fait on part pas d'une feuille blanche, et là sur la feuille blanche on peut s'adapter, même s'il y a des limites de budget et que les contraintes sont un peu différentes. Sur l'existant, on ne part pas d'une feuille blanche, justement, et donc on est obligé de prendre en compte l'existant. Et ça, c'est un des sujets qui a été insuffisamment pris en compte dans les questions de transition écologique, c'est qu'on n'a pas pris le temps de comprendre l'existant. Donc c'est pour ça que l'architecte doit se former sur comment intervenir sur l'existant. Donc c'est quelles sont les caractéristiques du bâti ancien. Louis en a parlé tout à l'heure, il y a une notion de perméance à la vapeur d'eau. Au-delà de la question de 48 dont parlait Yolène tout à l'heure, une des définitions du bâti ancien, c'est que c'est des matériaux perméants à la vapeur d'eau, donc la pierre, la brique, le pan de bois, la terre, et même le mâche-fer, qui n'est pas un matériau naturel, mais qui a quand même des caractéristiques de perméance à la vapeur d'eau. Tout ça, il faut apprendre donc à gérer, et ça a des conséquences hygrothermiques sur le bâti. Il y a les questions de pathologie, puisqu'il y a des pathologies qui sont déjà présentes, mais il y a aussi les pathologies qu'on peut, par une mauvaise mise en œuvre, venir ajouter au bâtiment. Et ça, c'est assez important, parce que ça va générer des dégradations, potentiellement des effondrements, comme on a vu dans certaines régions, mais aussi davantage de travaux. Et à un instant T, les travaux sont émissifs de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, il y a un enjeu pour réduire le plus possible et le plus vite possible les émissions de gaz à effet de serre, d'adapter les travaux qu'on fait et les travaux à venir, et d'essayer de les limiter le plus possible à ce qui est nécessaire. Ça va bien avec la doctrine patrimoniale, qui est aussi un des sujets dont il faut qu'on se saisisse en tant qu'architecte, puisque si on peut se baser sur des faits et des grandeurs physiques pour comprendre le bâti ancien, il y a des questions de thermie, il y a des questions de structure, il y a des questions un peu factuelles qu'on peut évaluer et sur lesquelles on peut intervenir. Il y a aussi des questions de doctrine, donc c'est pas des faits, c'est des questions de réflexion intellectuelle et culturelle qui sont passionnantes, mais où il n'y a pas de vrai et de faux, en fait. C'est des constructions intellectuelles qu'on porte sur
sur qu'est-ce qu'il faut préserver, quelles sont les valeurs d'un bâtiment. Et ça, c'est des sujets sur lesquels il faut aussi se former parce qu'elles ne sont pas du tout intuitives. Et c'est ça qui permet aussi cette bonne connaissance des questions de doctrine patrimoniale, de bien communiquer avec l'ABF, qui, eux, sont formés sur ces sujets-là. Et donc, ça permet aussi de plus facilement échanger et de justifier son travail. Il y a des questions importantes de mise en sécurité, parce qu'en cas de pathologie importante, avant même de pouvoir regarder si on isole ou pas, des fois, il faut savoir mettre en sécurité un bâtiment, l'étayer, savoir quels sont ses problèmes. Et évidemment, les différentes techniques de restauration qui peuvent être couplées ou pas aux questions thermiques et écologiques, mais qui sont valables même quand on ne fait pas du tout d'intervention de cet ordre-là. De l'autre côté, d'un point de vue climatique, se former aux questions d'énergie, comment on produit l'énergie, qu'est-ce qu'est de l'énergie décarbonée, comment fonctionnent les systèmes, les réseaux, la production d'énergie. Dans les projets de réhabilitation, ça pèse souvent pour 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre des travaux. Donc c'est des postes assez lourds qui sont souvent invasifs parce qu'il faut intégrer les systèmes au bâtiment, ils ne sont pas faits pour ça. Et donc c'est important que les architectes soient bien formés sur ces sujets-là, qu'on n'aime pas trop parce que c'est technique, mais qui sont vraiment fondamentaux parce que c'est notre capacité à comprendre les contraintes des systèmes qui va nous permettre de bien les intégrer dans les projets et d'être force de proposition. Donc il faut que les ingénieurs se forment sur les questions de bâtis anciens et d'architecture, et il faut que les architectes se forment sur les questions techniques des ingénieurs pour bien comprendre leurs contraintes et pour les intégrer et être force de proposition. Évidemment, sur les questions carbone, l'impact carbone des travaux, comment est-ce qu'on peut limiter à la fois à l'usage et à l'utilisation du bâtiment, mais aussi sur les travaux qui ont eux-mêmes un impact carbone. Et c'est un impact carbone qui est émis maintenant tout de suite, et c'est cet impact carbone-là qu'on veut justement limiter. Et donc on est toujours tiraillé entre la durabilité, l'investissement carbone pour les travaux et les économies d'énergie, mais d'un autre côté aussi limiter l'impact carbone qu'on va dépenser maintenant, sachant que cet impact carbone des matériaux va évaluer dans le temps aussi, ce qui vaut mieux faire des travaux maintenant ou des travaux dans 20 ans alors qu'on aura décarboné davantage de choses. Tout ça, c'est des réflexions à avoir et il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Il faut qu'on soit fort sur ces questions-là pour justement être force de proposition. Et puis évidemment, il y a les questions de biodiversité, de réglementation et d'adaptation au changement climatique. Les questions de réglementation, elles sont importantes à connaître puisque c'est aussi... on peut avoir le rôle de les faire évoluer. Yolène disait tout à l'heure qu'elle était militante. En fait, il y a un besoin en fait que les architectes soient forts sur ces sujets-là, parce que les réglementations, notamment sur ces enjeux-là, sont pas forcément bien adaptées aux besoins. Et donc, il faut qu'on soit force de proposition, et ça implique d'être bien formé sur le sujet. C'est moi qui passe en fait, c'est ça ? Non, je reviens en arrière. T'aurais dû la garder. Donc, la formation sur l'existant, ça peut passer par un diplôme de spécialisation et d'approfondissement, ce que j'ai fait moi en montant à l'école de Chaillot. Donc la formation un peu, comment dire, la plus ancienne et un peu phare sur cette question du patrimoine, c'est donc le DSA de l'école de Chaillot, qui était l'école créée pour former les intervenants sur monuments historiques et qui maintenant forme les architectes du patrimoine, dont je fais partie. Depuis un peu moins longtemps, il y a l'école de Paris-Belleville qui a créé aussi un DSA d'architecture et de patrimoine. Et il y a l'école de Grenoble qui a un DSA. La slide est partie. Qui a un DSA, mais qui est plus tourné vers la terre et spécifiquement sur la terre. Donc, il y a aussi des notions d'architecture et de patrimoine dans ce DSA, mais c'est un peu plus spécifiquement sur l'architecture de terre. Il y a évidemment la formation continue, puisque tout le monde ne veut ou ne peut pas faire un DSA, et on a besoin de formation. Et de toute façon, ça vient compléter, quoi qu'il arrive, le DSA qui est plus spécifique sur les questions de patrimoine. Donc en formation continue, il y a Maison Paysanne de France, qui est une association qui a beaucoup œuvré sur les questions de préservation du bâti ancien, notamment du bâti ancien rural, mais également qui a été un des premiers à s'intéresser à la question de la transition écologique et de l'adaptation au bâti ancien, et qui a financé le projet Battant, que j'espère tout le monde connaît, que vous pouvez, je pense, trouver sur leur site
internet et qui est une des premières expérimentations qui a montré l'intérêt thermique ou hygrothermique du bâti ancien, que c'était pas si défavorable que ça et qu'on pouvait travailler avec les qualités du bâti ancien pour atteindre des performances thermiques intéressantes. On a l'école d'Avignon, l'école de Chaillot, l'Institut national du patrimoine et dans les associations, l'association Arcane, l'association des architectes de copropriété avec leur organisme de formation ABAC et l'association des architectes du patrimoine qui commence à proposer des formations. Tous ces organismes de formation proposent des formations très différentes. Il n'y a pas deux formations, réhabilitation du bâti ancien et transition écologique. À chaque fois, il faut aller chercher ce qui vous intéresse ou ce qui va vous manquer. Et donc, ça peut aller d'un atelier sur le travail de la terre chez Maisons Paysannes de France, d'un atelier sur la chaux ou l'adaptation à la transition écologique à l'école d'Avignon. L'école de Chaillot a fait une formation qui forme, une introduction sur tous ces sujets-là, sur la réhabilitation énergétique du bâti ancien. Et à l'Institut national du patrimoine, on peut encore aller chercher des sujets différents. Donc il faut savoir aller piocher les briques qui manquent dans ces différents organismes. Il y a aussi énormément de ressources en ligne, notamment le site du CREBA qu'il faut absolument connaître, qui est un centre de ressources sur le bâti ancien qui a été créé notamment par le CMA, Maison Paysanne de France et l'école d'architecture de Toulouse. Et dessus, vous retrouverez tous les documents dont a parlé Christophe avant. Vous retrouverez par exemple le guide de l'association Agena, qui est vraiment très très bien fait, qui est spécifique à la Bourgogne, mais il y a énormément de choses qui peuvent concerner le bâti ancien de manière générale. Et le MOOC du CREBA que je vous recommande, qui est sur la plateforme Bâtiment Durable et qui est concevoir une réhabilitation énergétique responsable du bâti ancien, qui est assez simple à prendre en main et qui permet d'avoir une bonne vision de tous les enjeux. C'est bon. Et je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Donc, réhabilitation du bâti ancien, c'est vraiment une histoire de diversité, de territoire, de pratiques, avec énormément d'enjeux, énormément d'acteurs. Donc c'est important de se former, c'est important d'informer. Et surtout, ce que je retiens de ce débat, c'est que l'architecte, plus que jamais, est la solution. C'est que les personnes ressources, c'est nous. C'est qu'il est temps d'oser, de proposer, d'agir et de prendre soin de notre territoire. Alors maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Nous avons quelle méthodologie pour effectuer un relevé parfait et efficace pour le projet à suivre? Pouvez-vous aussi parler des outils? Alors ça, c'est peut-être une question pour Louis. Très bien, je veux bien essayer de répondre. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de manières de faire du relevé. Ceci dit, je pense que ceux qui prennent un petit peu de temps, où on a le temps de passer du temps au chevet du bâtiment, à prendre le temps de dessiner assez attentivement les appareillages des maçonneries, chaque poutre, avec pas mal d'attention, sont ceux qui sont les plus performants pour bien comprendre le bâti et les pathologies. Donc, moi, ce que je conseille, ou en tout cas ce que j'essaie de faire le plus possible quand je pars d'une page vierge, souvent quand j'ai pas de relevé géomètre, effectivement, c'est d'essayer de relever tant que possible quasiment à l'échelle. C'est-à-dire que je vais essayer de respecter assez précisément les proportions des pièces, les proportions des façades, pour les relever avec attention, utiliser différentes couleurs aussi, ou des calques pour séparer, on va dire, une forme de dessin, on va dire, de ce qu'on voit, et puis des cotations et beaucoup d'annotations. C'est-à-dire que ce qu'on va prendre en photo, souvent on va avoir du mal à le replacer, on va dire, avec précision. On va avoir du mal à savoir pourquoi on a pris la photo après coup, alors que tout ce qui va être annoté sur place, tout ce qui va être détaillé, donc ça peut aller, on va dire, jusqu'à des calpinages de pierres, c'est-à-dire que peut-être pour chaque espace, on va calpiner la manière dont sont assemblés les tomètes ou le parquet pour se rappeler comment c'est fait, plutôt que prendre des photos. Donc moi, ce que j'encourage à faire, c'est essayer de documenter le maximum,
sans tout dessiner, mais essayer de documenter le maximum des choses qu'on peut voir, en essayant de documenter aussi des compositions de murs, des compositions de planchers, pour revenir à la maison, on va dire, avec le plus de données possible. Oui, et Marie-Jeanne voudrait intervenir. Oui, je voudrais compléter parce que je pense qu'il y a un outil qui est vraiment super et qu'il ne faut pas bouder en ce moment, c'est le relevé 3D. En fait, le scan au nuage de points, c'est ce qui nous permet d'avoir le plus de fiabilité en un temps qui est quand même assez limité. C'est une technologie qui est très précise, qui s'est vraiment améliorée et surtout qui est très accessible en termes de coûts. En l'espace de même pas 10 ans, on a vraiment... réduit l'accès, enfin c'est vraiment accessible pour tous les projets, même les petits, et ça a beaucoup d'avantages. Déjà, c'est extrêmement précis, c'est-à-dire que limite un des problèmes c'est d'avoir trop d'informations et de trier les informations, mais donc du coup on a une précision qui est importante et c'est intéressant pour le bâtiment parce que ça permet aussi d'avoir un nuage de points à un instant T, et quand on fait un diagnostic et qu'il se passe rien pendant 10 ans et qu'on y revient derrière, ça permet aussi d'avoir un état à un instant T du bâtiment qui va potentiellement se dégrader ou évoluer, et donc en fait c'est extrêmement précieux et donc ça a beaucoup d'intérêt, ce qui n'empêche pas que je suis d'accord avec ce que disait Louis et que effectivement même si on fait un relevé 3D, ça n'empêche pas qu'il faut passer du temps à bien comprendre et ça ne fait pas tout. Mais je trouve que c'est vraiment un outil qu'il ne faut pas bouder et qui doit infuser dans toutes les agences en ce moment. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je comprends de votre réponse, c'est qu'au bout d'un moment, il y a aussi la notion de plaisir, de quête du sens, plaisir du dessin, plaisir de l'enquête, essayer de comprendre pourquoi, comment ce bâtiment a été réalisé. Nos ancêtres avaient du bon sens, ils ont fait des choses pas innocemment et c'est toujours très agréable de redécouvrir ces grands principes ou l'eau chaude. On a une autre question bien plus abusante puisqu'elle nous renvoie, on va dire, aux limites de la réhabilitation et des fois même à l'absurde des normes qui se confrontent. Ça, c'est une question pour Christophe typique. Alors, tiens-toi prêt Christophe, comment peut-on appliquer la réglementation thermique sur un bâti où les deux faces du mur de la face intérieure et extérieure ont une valeur architecturale, comme dans une église par exemple? On ne pourrait pas ajouter d'isolant. Oui, le prompteur est un peu loin. Dans ce cas, quelle solution proposez-vous? Je t'écoute, Christophe. Bon, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes, parce qu'en fait, il y a plein de questions dans la question. Déjà, moi, ce que je me poserais déjà comme question, c'est quel est l'objectif qu'on souhaite appliquer avant de se dire qu'on va appliquer la réglementation? Est-ce que je suis dans une église et mon objectif, c'est d'améliorer le confort des gens qui viennent à la messe une fois par semaine ou une fois tous les soirs, et auquel cas, il y a des manières d'améliorer très sensiblement le confort de personnes qui viendraient ponctuellement dans une église. En général, c'est d'ailleurs ce qui existe, parce que aujourd'hui, des églises qui auraient été isolées ou par l'extérieur ou par l'intérieur, on n'en trouve quand même pas beaucoup. Par contre, des systèmes qui permettent d'améliorer le confort thermique le temps d'une messe, ça, c'est très, très courant. Alors, si je sortais du patrimoine religieux et que je me remettais dans un patrimoine, par exemple en ville, déjà, il y a à plein d'endroits où il va y avoir des règlements patrimoniaux qui vont aussi vous dire et vous aider sur le fait que il y a certains intérieurs qu'on ne peut pas toucher. Effectivement, quand vous êtes dans un secteur sauvegardé avec certains bâtiments où le curseur de préservation est optimum, c'est vrai qu'on peut en général pas toucher. On peut imaginer qu'on a des lambris intérieurs ou des peintures ou des fresques. C'est très compliqué d'y toucher. Par contre, c'est des sujets qui doivent être appréhendés peut-être aussi de manière plus globale. C'est-à-dire que le sujet, c'est peut-être pas que de travailler sur les murs. L'amélioration des qualités thermiques d'un bâtiment, c'est les murs, c'est les planchers, c'est la cave, c'est les menuiseries, c'est peut-être avoir un système de chauffage plus performant. Donc peut-être que l'amélioration, elle passe pas uniquement par les murs, mais si justement par les murs c'est parfois plus compliqué parce que effectivement le bâtiment a une valeur patrimoniale intérieure-extérieure, peut-être qu'on va essayer de travailler sur l'isolation ou sur en tout cas l'amélioration d'autres éléments architecturaux.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais bon, c'est une question complexe quand même. Hein. Oui, c'est la question du global, de ne pas rester focalisé sur une seule chose. C'est ça. Alors, il y a une question qui revient souvent, qui va faire plaisir. Où trouver les fiches UDAP? C'est toujours pour toi, ça, Christophe. Oui, alors en général, c'est assez facile. Il faut aller sur les sites des DRAC. Et en général, sur les sites des DRAC, vous allez avoir des onglets. Alors, chaque site régional est un peu différent, mais la logique, c'est que vous allez sans doute avoir des onglets qui vont vous ramener sur les UDAP, donc à l'échelon départemental, et sur chaque UDAP. En tout cas, dans le Grand Est, c'est le cas. Vous allez sur le site DRAC Grand Est, vous allez avoir un onglet avec les UDAP, et vous allez aller sur chaque UDAP, et vous aurez les petites fiches qui vont se décliner et qui sont téléchargeables. CREBA, vous pouvez avoir accès en général à ce type de fiches, à ce qui a été fait par le PNR. Il y a même aussi des documents étrangers. Alors, question suivante, si ça arrête de bouger. Alors, la rumeur nous dit que les architectes des Bâtiments de France, dans le cas d'une rue intéressante patrimonialement, induit les mêmes restrictions aux autres façades de composition et de qualité inférieure. Alors, c'est toujours une question pour Christophe. Il faudrait la prochaine, la prochaine, il faudra trouver une question un peu plus globale. Christophe, nous t'écoutons. Bon, alors, premièrement, méfiez-vous des rumeurs. Voilà, parce qu'on dit beaucoup de choses depuis longtemps, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. Chaque projet est différent. Donc, à chaque projet, on va se poser des questions sans doute un peu différentes. Déjà, on n'a pas de posture de principe. Donc, alors, il est vrai qu'on va, à chaque projet, on va d'une part évaluer l'enjeu patrimonial, parce qu'il y a aussi plein de localisations où l'enjeu est moindre. Et après, alors peut-être je vois un peu, je pressens ce qui est induit dans la question. Il est vrai qu'en UDAP, on va souvent on va porter une attention sur la manière dont le projet va s'intégrer dans son contexte urbain, patrimonial. Ce qui sera peut-être moins le cas sur un édifice public, peut-être qui est un peu tout seul, déconnecté du reste, où on peut être peut-être sur des gestes plus forts. Mais en tout cas, sur ce patrimoine ordinaire, quand on vient s'intégrer dans une façade urbaine, en tout cas, et si vous regardez comment sont constituées les villes, on a très souvent des villes qui sont constituées de bâtiments d'époques très différentes. Et pour autant, on arrive quand même à retrouver une espèce en tout cas des éléments qui font que ces différentes architectures, elles finissent par former un espèce d'ensemble cohérent. Et c'est vrai que nous, en UDAP, on va chercher à ce que le projet nouveau, qui du coup s'inscrit dans cette espèce de continuité qui n'a jamais cessé, depuis que l'homme existe, on va essayer de voir comment les projets qui vous sont commandés par les maîtres d'ouvrage continuent, comme ceux du passé, continuent à s'intégrer, même avec un vocabulaire contemporain. C'est pas ça la question en fait, mais comment ça vient continuer à s'intégrer dans une façade urbaine, dans une continuité urbaine. Merci beaucoup. Donc c'est la question de la contextualisation. Et justement, on avait une question intéressante qui a défilé tout à l'heure, qui est peut-être plus pour Louis. C'est la question de l'arbitrage entre les anciennes et les nouvelles techniques, et entre la redécouverte de certaines techniques ou le développement d'anciennes filières plus biosourcées. Oui, merci pour la question. Je n'opposerai pas forcément les techniques anciennes et les techniques nouvelles. Peut-être que j'opposerai celles qui sont, on va dire, celles des produits industriels et celles de choses plus biosourcées. Je pense qu'aujourd'hui, on développe des techniques d'isolation biosourcée, par exemple par projection de chaux-chanvre, qui sont extrêmement intéressantes, à la fois en termes de thermique, de capacité des murs à préserver la perspirance, également à préserver une massivité et on va dire une inertie que peut-être des dispositifs plus légers ne permettent pas d'avoir.
d'une part, et d'autre part, que ces dispositifs ont des capacités, on va dire, à mobiliser des savoir-faire qui sont peut-être plus intéressants que du placo et de la laine de verre que vous pouviez évoquer, avec des artisans locaux et des techniques qui font recours à des matières plus durable, on va dire, de manière générale. Et je pense que c'est aussi un enjeu assez intéressant en termes de matérialité, de spatialité, qui peuvent très fortement enrichir les projets d'architecture. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une réponse technique, mais aussi une capacité de ces matériaux à donner de la matière et des spatialités intéressantes. Merci Louis. Écoute, c'était la dernière question. Rapidement, avant de conclure, je vais demander à chacun des invités en une phrase, comme ça ils n'ont pas été prévenus, si on devait retenir quelque chose. Yolène, qu'est-ce que tu voudrais Prendre soin. Louis. Une formidable opportunité spatiale, technique et architecturale. Christophe. Partager. Et Marie-Jeanne. Se former. Se former, évidemment. Bon, j'espère que ce webinaire aura rassuré, conforté, pris soin de vous. En tout cas, responsabilisé nos pratiques. Je tiens à remercier d'abord nos invités, ensuite les services qui ont permis et organisé ce webinaire, et puis vous tous qui, au quotidien, donnez le meilleur de vous-même pour améliorer notre cadre de vie. Merci à tous. Vous pouvez retrouver, bien sûr, ce webinaire en replay. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique.